Et du coup, ma première question serait tout simplement de vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, votre parcours, peut-être aussi votre parcours académique, votre parcours en tant que préparateur physique pour que les gens puissent vous connaître un peu mieux. Je m'appelle Manuel Lacroix, j'ai 41 ans actuellement. Voilà, donc j'ai commencé mon parcours en 99. J'ai intégré la faculté des sciences du sport de Dijon, qui a une filière très spécifique sur la préparation physique, notamment avec, à l'époque avec Gilles Cométier. Donc du coup, moi j'ai intégré cette filière-là, que j'ai suivie tout le long. À partir de ma troisième année, j'ai intégré comme stagiaire le centre d'expertise de la performance Gilles Cométier. Et j'ai gravi les échelons dans ce centre au fur et à mesure, et je suis devenu salarié à temps plein, préparateur physique et responsable des... Le terme, c'était responsable pédagogique, c'est responsable un peu des formations là-bas sur place. Et voilà, donc j'ai fait mon cursus complet de fac, donc jusqu'à un master 2 en management et préparation physique. J'ai obtenu également un DU de préparation physique. J'ai un diplôme d'analyste vidéo que j'ai obtenu dans une structure privée dans le nord de la France. Et puis, j'ai un brevet de l'État football, parce qu'à la base, je suis footeux. Donc, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur, enfin mes diplômes d'entraîneur pour pouvoir m'entraîner à bon niveau, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait à un moment donné. Voilà donc pour le parcours universitaire. Et du coup, en parallèle de ça, j'ai pu rapidement travailler dans le haut niveau. J'ai commencé avec du patinage de vitesse sur piste courte. C'était dans les années en 2002, je crois, 2001-2002. C'était mon premier stage. Ensuite, c'était du basket féminin. C'était de la Ligue 2 féminine à l'époque, qui m'a amené derrière à découvrir le basket professionnel masculin. Donc, j'ai été sollicité. J'ai travaillé 4 ans avec une équipe en première division française. On a joué la Coupe d'Europe, donc c'était à Dijon à l'époque. Dans ce laps de temps-là, j'ai travaillé avec Marion Bartoli dans le tennis professionnel, voilà, sur une saison. On avait pas mal de joueurs de tennis qui venaient à Dijon pour se faire tester. Donc j'ai pu réaliser des tests, des analyses et passer des moments avec des gens comme Andy Murray, Tim Henman, Michael Yodra. Il y a eu pas mal de joueurs de haut niveau qui sont venus, donc ça c'était intéressant. À la fin de mon projet basket, je me suis dirigé vers le hand. Il y a une équipe qui montait en première division à Dijon avec un beau projet. Donc j'ai fait 4 ans dans le hand. En parallèle de tout ça, j'ai commencé à entraîner au centre de formation de foot de Dijon. Voilà, sur des catégories entre 12 et 15 ans. Voilà, c'était des catégories hyper intéressantes parce que cet âge-là, c'est très malléable, il y a tout à apprendre et à développer. J'ai eu quelques expériences à l'étranger qui étaient on va dire des shots de 15 jours. Donc, il y a eu en Afrique du Sud, en Tunisie, il y a eu au Japon, il y a eu en Suisse. Voilà, parce que mon statut à la fac me permettait, de salarié de l'université, me permettait de partir un peu, pas comme je le voulais, mais de m'absenter, de faire ces petites périodes de travail à l'étranger. Voilà, je sais pas ce que j'ai dû oublier quelque chose dans ce parcours-là. Ouais, en même temps que j'entraînais les jeunes au centre de formation de Dijon, là, j'avais aussi les pros, Ligue 1, Ligue 2, en réathlétisation, notamment avec l'isocinétisme. J'étais opérateur isocinétique avec le Biodex et je faisais pas mal de travail avec ça sur les joueurs de foot. Et puis en 2014 est arrivée l'opportunité de travailler à l'ASVEL, donc de partir à Lyon et de signer avec le club présidé par Tony Parker qui venait de racheter le club. Donc j'ai signé là-bas, donc je suis là-bas depuis 2014 j'ai intégré le staff de l'équipe de France de basket depuis maintenant un an et demi. Voilà, j'ai fait ma première campagne cet été avec le championnat d'Europe et avant les qualifications pour la Coupe du Monde. Et voilà, voilà où j'en suis. Déjà un très 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 beau parcours. Ouais, c'est parce qu'il y a du temps qui est passé parce que je suis vieux. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que vous avez vraiment travaillé Ouais, dans plusieurs sports différents. ouais, ouais. Je me rends compte que c'est quelque chose qui est très singulier, très particulier. Il y a très peu de personnes qui sont dans mon cas. Généralement, on est très spécialiste dans une activité et on s'y consacre en fait dans toute sa carrière ou dans toute sa vie. C'était vraiment pas une volonté à la base de ma part. C'est une question d'opportunité et après on suit un petit peu le mood, les choses qui se présentent et puis en fait, je trouve que ça en fait quelque chose d'hyper intéressant, d'hyper enrichissant et je pense que c'est une de mes forces en tout cas. C'est d'avoir ce panel de travail dans toutes les activités, avoir été capable de m'adapter à chaque fois et de m'enrichir. Et parce que j'ai donné, mais j'ai aussi pris de ce que j'ai rencontré chez les gens qui travaillent dans le tennis de haut niveau, dans le handball de haut niveau, dans le basket de haut niveau, dans le foot de haut niveau.
on rencontre des gens, des coachs, des kinés, d'autres préparateurs physiques et on s'enrichit de comment ils travaillent dans leur domaine, dans leur sport. Et du coup, ça me fait un panel quand même qui est, je pense, assez grand, une belle boîte à outils, quoi. Mais du coup, pour vous, est-ce que à l'heure actuelle, un préparateur physique pourrait être aussi bien dans le foot que dans le basket, où c'est plus intéressant de se spécialiser dans un seul et unique sport? Moi, je pense que c'est possible. Je pense que l'hyper spécialisation, elle est dangereuse parce elle ouvre pas beaucoup les champs des possibles en fait. Euh, je prends un exemple, alors je vais être vraiment provocateur, mais si j'étais resté que dans le foot, que j'ai travaillé que dans le foot, j'aurais une notion des charges de travail de ce que peut faire un athlète de haut niveau qui est extrêmement minime, alors qu'aujourd'hui je sais ce que un patineur de vitesse, par exemple, peut faire quotidiennement pour s'entraîner. C'est vraiment un exemple provocateur parce que évidemment c'est pas adapté. Ce que fait le foot, c'est dans la logique. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, le fait de travailler dans d'autres sports, dans d'autres activités, ça ouvre quand même le champ des possibles. Et après, je pense que après ça seulement, quand on a ouvert tout ce champ des possibles et qu'on a acquis un petit peu toutes ces possibilités, on peut vraiment se spécialiser sur quelque chose, mais en ayant connaissance de cause de ce qui peut se passer, de ce qu'on peut faire d'autre. Bon, alors que si on Mhm. se super spécialise dans un seul domaine tout le temps, tout le temps, tout le temps, je pense qu'au bout d'un moment, on est bloqué et on ne voit pas d'autres possibilités pour agrandir ses connaissances et après améliorer sa capacité d'entraînement. Ouais, ouais, je vois. Et justement, là, vous parlez de charge d'entraînement. Est-ce que en club, c'est vous qui gérez la charge d'entraînement ou est-ce que vous faites ça en communiquant avec le coach et tout ça? Parce que je sais qu'en sport collectif, c'est quand même compliqué de savoir gérer la charge d'entraînement parce que un joueur à l'entraînement, ben, déjà, il y a des postes différents, donc pas les mêmes demandes. Puis un joueur peut peut-être se donner un peu plus sur des exercices, je sais pas, de sprint alors qu'un autre un peu moins. Comment on fait pour gérer la charge d'entraînement? Alors, bon, c'est évident que de toute façon, pour que ça fonctionne, un bon préparateur physique et pour qu'il y ait des résultats, il faut qu'il y ait une connexion qui soit bonne entre tous les éléments du staff et notamment entre l'entraîneur et le préparateur physique. Parce que le préparateur physique va apporter des données ou tout du moins faire des préconisations sur la charge d'entraînement. L'entraîneur, c'est lui qui décide. C'est lui le chef, c'est son équipe, c'est lui qui pilote, c'est lui qui doit décider. Donc, c'est lui qui prend la dernière décision, la décision finale sur ce qu'on fait. Moi, j'ai un échange évidemment quotidien avant les entraînements, même la veille des entraînements, pour savoir ce qu'on peut faire. Je m'appuie sur des données d'expérience, voilà, sur à mon avis ce qu'il faut faire dans ce moment-là, quand on est casé entre deux matchs ou si on a 3 jours de travail avant un match, des choses comme ça. Et je m'appuie aussi sur des données que je recueille. Donc, ça peut être les données GPS, ça peut être des données wellness recueillies avec des questionnaires. Ça peut être des données, des vrais data, on va dire scientifiques, comme de la variabilité de fréquence cardiaque ou différents tests de forme qui peuvent me permettre de dire au coach, attention, dans ton management sur cet entraînement-là, peut-être ce joueur-là, le mettre un peu dans les rotations parce qu'il me paraît un peu fatigué. Donc sur un volume horaire de 1h10, 1h20, s'il peut faire lui que 70 minutes, c'est très bien. Euh, voilà, ce genre d'infos. Donc moi, je dois faire des préconisations, je dois donner toutes sortes d'informations que j'essaie de justifier avec des données qui me paraissent fiables. Et derrière, après, c'est lui qui prend la décision de me suivre ou de pas me suivre parce que peut-être que lui, il a un feeling différent ou alors que lui, il a des exigences plus importantes, hein. L'exemple le plus concret, c'est moi, il y a des moments, je vais être peut-être un peu prudent dans la charge d'entraînement. Et peut-être que lui va avoir envie de rentrer dans ses joueurs parce qu'il n'est pas content du match avant, qu'il veut mettre un volume d'entraînement, qu'il veut mettre de l'intensité, parce qu'il va avoir un aspect aussi mental sur le groupe. Et donc ça peut aussi plaider en sa faveur pour faire un peu plus. Mhm. Et par exemple, les joueurs qui joueraient moins en match la plupart du temps, est-ce que ils ont droit à du travail supplémentaire pour un peu équilibrer avec ceux qui ont plus de temps de jeu? Ou enfin, est-ce que Ouais, vous faites ça? non, tout à fait. Parce que nous, déjà, l'originalité, c'est que notre calendrier, il est fou, hein. C'est entre 80 et 85 matchs la saison. En gros, on joue tous les 2 jours, hein. Donc là, tu vois, on a joué lundi à Paris, on a reçu Barcelone hier soir, on reçoit Valence demain soir et on rejoue lundi soir à domicile. Donc voilà, en 7 jours, c'est 4 matchs.
Et c'est comme ça quasiment tout le temps, sauf en fin de saison, avril-mai, quand on est éliminé de la Coupe d'Europe. Donc, en fait, on n'a pas d'entraînement à proprement parler. On a des petites sessions, on a des sessions à J-2, de 60 minutes, 70 minutes d'entraînement collectif, mais on n'a pas de gros entraînements. Donc, le joueur qui ne joue pas, si tu l'entraînes pas, le jour où le coach fait appel à lui, déjà, un, il performe pas, et deux, c'est hyper dangereux pour lui. Donc, effectivement, le joueur qui ne joue pas, alors on a deux procédés. Euh, Moi, les joueurs sont catégorisés, hein. Je sais à peu près comment ils vont être utilisés. S'ils vont être utilisés sur le match beaucoup, pas beaucoup, j'ai quand même une idée. Les joueurs qui vont pas être utilisés beaucoup, on met en place soit le matin du match, soit c'est le plus souvent avant le match, un travail qu'on va appeler turbo, qui est un travail de force en 10-15 minutes. Ça intègre son échauffement, mais le joueur vient, il va faire un travail. Donc là, on utilise actuellement de l'isométrie overcoming avec plusieurs postures sur les fessiers, sur du tirage, sur du deadlift, des choses comme ça, pour stimuler la force et avoir un petit travail supplémentaire. On sait que c'est pas quelque chose qui va bouffer de l'énergie et qui va l'empêcher de jouer ces 10 minutes qu'il aura joué dans le match. Par contre, c'est quelque chose qui va nous intéresser pour stimuler la force. Donc ça, c'est la première des choses. Si effectivement, dans le match, et comme prévu, il joue que 10 minutes ou 5 minutes, ce joueur-là, tout de suite après le match, on lui rajoute une séquence de travail. Cette séquence de travail, elle est plutôt orientée spécifique. C'est-à-dire ça a de la pliométrie, ça peut être de l'explosivité, ça peut être des sauts, ça peut être de la force spécifique un peu excentrique, enfin des choses en fait qu'il aurait pu rencontrer dans le match, mais qu'il n'a pas rencontré. Pour retrouver un peu des sollicitations musculaires qu'on peut avoir en match. Donc ça, c'est l'étape suivante. Et le lendemain, sur l'entraînement dit de récupération, lui, il va avoir une séquence en début d'entraînement, pendant que les joueurs qui ont beaucoup joué sont en salle de muscu avec moi, avec un entraîneur personnalisé, où il va travailler soit individuellement un peu plus intensément au niveau basket, soit avec d'autres joueurs sur du 2 contre 2 ou du 3 contre 3, pour essayer de rééquilibrer, on va dire, l'aspect énergétique et Mhm. l'aspect basket. Mais Voilà. justement, là, vous dites qu'ils ont match, enfin, vous avez match quasiment tous les 2 jours. Euh, Ouais. Comment on met, enfin, la prépa physique, elle a quelle place? Donc, par exemple, un peu votre quotidien dans une semaine type, ça ressemble à quoi? Parce qu'on se dirait peut-être, ok, ils ont peut-être moins d'entraînement vu qu'ils doivent quand même être en forme le jour du match. Ouais, Mais donc, le bien travail en sûr. prépa physique, ça représente quoi? Je sais pas, mais en termes de temps ou peut-être sur la journée ou quoi? Alors là, quand on est une semaine à 4 matchs, honnêtement, les joueurs travaillent à peu près entre 20 et 30 minutes quotidiennement sur l'aspect physique. C'est des routines de travail très orientées sur la prévention, mais aussi sur le renforcement musculaire, qui viennent faire en salle de muscu. Voilà. C'est le matin du match, c'est avant le match, c'est le lendemain du match, c'est le jour du match. Voilà, c'est comme ça qu'on s'organise. Après, quand on est à 3 matchs semaine, voire 2 matchs semaine, généralement, on a au moins 2 sessions de 45 minutes pleines de travail en salle de muscu. Et après, on ajoute les petits blocs autour des matchs. Donc, on arrive à, je dirais, au moins 2 heures, 2 heures et demie sur la semaine, je pense, à peu près. Mhm. Et le travail en musculation, c'est est-ce que vous travaillez que de la force? Est-ce que vous faites des, je sais pas moi, d'autres techniques, contraste de charge, endurance de force? Quel travail vous faites et est-ce que vous le travaillez en cycle ou par exemple vous faites que de la force pendant, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois ou vous variez tout le temps tous les types de travail tout au long de la semaine? Ouais, alors, pour moi, la force, dans ma conception, en tout cas, elle est centrale dans la performance du joueur et dans sa prévention pour les blessures. Pour moi, la force, c'est tout. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va nous permettre d'être plus efficace sur le neuromusculaire, donc plus efficace sur l'activité basket, sur la vitesse, sur l'explosivité, sur les changements de direction, sur des contacts. C'est quelque chose qui va prévenir les blessures parce qu'on va avoir un schéma moteur qui va être beaucoup plus gainé, beaucoup plus fort. Donc, on sera moins sujet à certaines blessures et le muscle qui est plus fort se blesse moins, se déchire moins. Et les tendons aussi préfèrent être entraînés en termes de charge de musculation. C'est comme ça qu'ils deviennent plus résistants et moins sensibles. Et en plus, c'est un aspect aussi économie de course et donc énergétique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est plus gainé, plus fort sur ses appuis, bon, bah, on le sait. C'est-à-dire que si on s'entraîne en force, on va même progresser en endurance parce qu'on est plus qualitatif sur l'appui, on va dire, plus efficace, on perd moins d'énergie. Donc, on va durer plus longtemps sur un truc d'endurance. Donc, pour moi, la force, elle est vraiment centrale. Donc, du coup, c'est quelque chose que je mets quasiment dans toutes mes séances. Après, elle peut être orientée de différentes façons. On peut avoir de la force explosive.
donc à dominante vitesse, avec de l'haltérophilie ou avec du travail avec des charges plutôt légères. Ça peut être des choses qu'on peut intégrer. On peut aussi intégrer de la pliométrie. Peut-être qu'on a des joueurs qui vont avoir besoin de répéter des sauts, de travailler un petit peu plus la pliométrie parce que naturellement, ils ne le font pas d'eux-mêmes sur le terrain de basket. On a des joueurs, par exemple, avec les GPS, on arrive à profiler. Ce n'est pas des joueurs très verticales. C'est des gens qui sont plutôt horizontales sur du sprint, mais ils n'ont pas de saut à haute intensité. Donc ceux-là, on peut leur mettre de la pliométrie. C'est pas un problème. On peut rajouter ça. De la même manière, inversement, quelqu'un qui n'est pas trop dans l'accélération, dans le sprint, on peut lui rajouter un petit peu cette composante de vitesse aussi en dehors de la salle de muscu. Voilà. Après, sur tout ce que tu donnes comme autre exemple, endurance de force, j'y touche pas. Ça n'a pas lieu d'être pour moi dans une saison de basket aussi remplie. Voilà, donc les méthodes, c'est la force. Après, on peut la distinguer, donc force explosive, de la force vitesse avec différentes techniques. Mhm. Et est-ce que justement, en fonction du poste, vous allez individualiser, parce enfin, un pivot n'aura pas la même demande qu'un meneur. Est-ce que ça se retrouve aussi en salle de muscu? Ouais, tout à fait. En gros, de toute façon, moi, les séances sont toutes individualisées. C'est-à-dire qu'en fait, chacun a un programme durant la saison. En gros, je design deux, trois séances clés qui sont des séances que le joueur va répéter durant toute la saison. Évidemment, c'est très évolutif. Alors, je réponds à ta question, je n'ai pas répondu tout à l'heure. Je ne fais pas de cycle de travail. Il n'y a pas de cycle où on va faire de la force, de la vitesse, etc. C'est quelque chose qui est longitudinal. Par contre, les séances clés qu'on répète, on peut les faire évoluer en fonction d'une pathologie, en fonction peut-être d'un besoin un peu différent. Par exemple, peut-être au bout de 3 mois, le staff technique basket va me dire ce jour-là, il n'est pas assez explosif, il manque de quelque chose sur le chemin de direction. Donc peut-être que je vais intégrer la composante explosivité dans le travail du joueur de manière hebdomadaire. Donc je vais adapter un peu mes séances clés. Mais tout est individualisé en fonction du poste, comme tu l'as dit, mais aussi en fonction du profil physique du joueur, parce que même sur le même poste, on a des joueurs au profil extrêmement différent. Tu vois, moi, sur un même poste cette année, j'en ai un qui fait 66 kilos et un autre qui va faire 94 kilos. Donc ça n'a rien à voir, tu vois. Donc en fait, c'est un peu la richesse du basket, c'est que il y a tellement de profils différents par la taille, le poids, la force, les bras de levier, et aussi par l'expérience entre un jeune, un ancien, etc. Que pour moi, il faut vraiment tout individualiser et pas que en fonction du poste. Et on arrive à... Là, vous êtes le seul préparateur physique du club. Non, j'ai un assistant à temps Ouais. plein. Parce que je me dis, c'est Mais quand même même dur si j'étais de... tout seul, c'est possible. Non, Ouais. c'est possible. Ouais, c'est possible. En fait, pour moi, ça s'appelle créer l'autonomie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le joueur, alors il faut prendre du temps avec lui, il faut l'expliquer pourquoi on fait ça, il faut lui montrer l'exercice, il faut lui faire répéter évidemment. Mais après, le joueur, quand c'est gagné, franchement, on pourrait mettre une caméra dans la salle de muscu. Les joueurs, ils viennent tout seuls en salle de muscu. Ils peuvent venir tout seuls en muscu. Ils connaissent, ils viennent, ils mettent les charges sur le squat, ils se mettent en position, ils font leur split squat ISO, ils font leur squat, ils font leur gainage, ils font leur routine de dorsiflexion. Tout est parfaitement exécuté d'une manière extrêmement sérieuse. Et les mecs, ils sont disciplinés dans ce travail-là parce que ils ont compris que c'était bon pour eux, parce qu'on l'a fait plusieurs fois ensemble, qu'ils connaissent un petit peu les critères de réussite. Et il y a une autonomie, et je pense qu'en même temps, on gagne de la confiance avec l'athlète, et l'athlète qui croit plus encore à ce qu'il fait, qu'il le fait de lui-même, il y a encore plus d'efficacité. Donc pour moi, il faut arriver, il faut que le préparateur physique accepte de des fois laisser un petit peu de liberté aux joueurs, à l'athlète, et, et que le mec se prenne en charge. Ouais, mais et du coup, quand un nouveau joueur arrive, c'est là qu'il faut lui faire comprendre tout ça, quoi. Ouais, exactement. C'est là que c'est assez énergivore parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'apprentissage et que rapidement, le joueur, il faut discuter avec lui, lui faire comprendre un petit peu là où on veut aller. Des fois, c'est des joueurs qui n'ont pas du tout d'habitude de travail ou que même qui n'aiment pas ça. Donc, il faut aussi s'adapter à ça. Mais c'est assez énergivore. Mais quand ça fonctionne, c'est tellement sympa d'arriver en salle de muscu. On a 12 mecs qui sont sur 12 programmes différents. Et on sait qu'il y en a 5 ou 6 qui sont en autonomie parfaite. Évidemment, on connaît toujours le joueur ou les joueurs qu'il faut suivre un petit peu plus assidûment parce que un petit peu moins sérieux ou un petit peu moins propre sur l'exécution. Voilà. Mais sinon, on a des joueurs qui sont autonomes après.
Et là, on parle en club. Quand vous êtes en équipe nationale, par exemple en compétition là cet été, le travail en prépa physique, est-ce qu'il reste le même que une semaine, par exemple cette semaine-ci avec l'Asvel, ou ça diffère en termes de travail? Ça se rejoint beaucoup. On est très dans l'individualisation. Les séances de muscu se font avant ou après les séances d'entraînement. Voilà, c'est un petit peu pas à la demande du joueur, mais c'est en respectant aussi ce que le joueur a l'habitude de faire. Par exemple, on a des joueurs NBA, ils aiment faire de la muscu quasiment tous les jours, hein. Donc là, il faut s'adapter, il faut donner du contenu muscu tous les jours aux joueurs parce qu'il en a besoin, parce que c'est quelque chose qui fait partie de son travail quotidien. Il y en a d'autres, c'est plus sur des shots une à deux fois par semaine. Donc on s'adapte un petit peu, mais ça ressemble un petit peu. C'est très individualisé, c'est très orienté sur la force et la prévention. Et la charge, la globalité de la charge d'entraînement en préparation physique, elle est vraiment individualisée par rapport à ce que le joueur a l'habitude de faire en saison. Mais ça, du coup, est-ce que c'est pas plus compliqué parce que vous les voyez évidemment moins souvent, ces joueurs-là, donc c'est peut-être plus dur d'analyser quels Complètement. sont de quoi ils ont besoin. Mais c'est là que je fais appel à mes collègues et que je contacte tous mes collègues préparateurs physiques de tous les clubs où sont les joueurs et que généralement la plupart des gens on se connaît bien et ils sont déjà très contents qu'on les contacte parce qu'ils n'ont pas l'habitude et du coup bah, ils me donnent un peu ce que les joueurs font, ce qu'ils ont l'habitude de faire, ce que eux et leur vision avec ce joueur-là. Et en gros, à la fin de cette discussion, moi j'ai du contenu, je sais à peu près où je vais aller avec le joueur, ce qu'il a l'habitude de faire. Et le préparateur physique me dit voilà, il me donne une trame, il me dit maintenant si tu veux mettre ta touche personnelle, vas-y, n'hésite pas, etc. Et du coup, moi, avec cette trame-là, je commence là-dessus et je sais que je vais mettre un peu ma touche personnelle à des moments et qu'après, je offre un bilan au prépa physique en lui disant voilà, on a travaillé sur ces dominantes-là, sur ces choses que vous faites et j'ai ajouté ça pour telle et telle raison. Et du coup, c'est un travail qui est global, qui est commun et c'est hyper intéressant. Ah, donc vous contactez les prépas physiques de tous les clubs, même en Ouais, NBA et tout ça? bien sûr, ouais, tout à fait. Mm. Ah, purée, je savais Ouais. pas. Ouais, pour vraiment avoir un échange, mais c'est beaucoup plus intéressant de faire ça. Bah, parce que, comme tu l'as dit, moi, on commence le stage, il y a 81% des joueurs, je les ai pas dans l'année, même 90%. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne connais pas leur habitude de travail. Donc, moi, il faut que j'ai déjà mon dossier sur le joueur parce que le gars, je vais aller le chercher, je vais travailler avec lui. Et en plus, le joueur, quand j'arrive et que je lui dis, OK, aujourd'hui, on va travailler sur tes routines de cheville, on va travailler sur cette force-là, etc., et qu'il me regarde et qu'il sait que je sais, bah, c'est tout de suite plus crédible, quoi. Mhm. Et justement, avec la NBA, vous savez du coup comment ils travaillent en prépa physique. Quelle serait la différence ou les différences entre la prépa physique chez eux et en France ou en Europe de ce que vous aurez vu? Je ne sais pas si c'est très différent. Alors évidemment, il y a une question de moyens, c'est-à-dire ils ont les moyens d'aménager en déplacement à l'hôtel une salle de musculation incroyable que nous n'a pas. Ils voyagent avec énormément de matériel, donc ils peuvent avoir le matériel qu'ils utilisent à domicile aussi à l'extérieur. Nous, on n'a pas cette possibilité-là. Donc il y a cette question-là. Après, c'est pas foncièrement différent sur le contenu de travail. La grosse différence, c'est qu'il n'y a pas d'entraînement collectif là-bas en NBA, hein. C'est que des matchs et du travail individuel et quelques mises en place un peu collectives. Donc il n'y a pas cette dominante, cette charge de travail collective en saison qu'on peut avoir nous dans les équipes européennes. Donc du coup, ça change peut-être un peu le volume de travail qu'on peut avoir en muscu avec les joueurs. Mais sinon, c'est pas foncièrement différent. Mhm. Ils sont pas plus focalisés muscu comme on aurait tendance à le croire en étant Alors, plus jeunes. c'est vrai que ça existe. En gros, là où on le rencontre beaucoup, c'est sur les jeunes joueurs. Les jeunes joueurs, quand ils rentrent dans des programmes NBA, c'est m'est arrivé plusieurs fois que des jeunes joueurs que je suivais ont intégré des franchises et l'objectif de la franchise, c'était leur faire prendre du poids. Donc les mecs, ils ont envoyé en muscu. Évidemment, ils se sont développés, ils ont pris du poids, ils ont pris 5 6 kilos de muscle. OK, ils sont beaux, c'est des athlètes. Le problème, c'est on s'aperçoit à chaque fois que derrière, ils perdent en mobilité, ils perdent en fluidité, en explosivité et ils s'expriment pas bien. Et en gros, tous les derniers exemples que j'ai de joueurs que j'ai suivis un petit peu en écho derrière, c'est branle-bas de combat, on revient sur le programme et on allège le joueur. Et on essaye de reperdre ses kilos, on travaille différemment, on travaille sur l'explosivité, la force, mais on veut plus des mecs trop costauds qui peuvent pas bouger.
Ouais. Donc c'est une réalité, c'est arrivé plusieurs fois, mais je pense pas que ça soit une règle enfin, vraiment générale. C'est très ponctuel, mais c'est vrai qu'il y a encore ce culte-là, ce mythe-là de prendre du poids, d'être comme ça, et voilà. En fait, Ça ça peut être... pourrait être intéressant si les autres, la mobilité et tout ça, sont pas délaissés pour ça, Exactement. quoi. Bien entendu, ouais, tout à fait. Et j'avais déjà eu un peu cette question avec d'autres prépas physiques. Le travail d'endurance, parce qu'on sait dans les sports comme le basket ou même le handball, c'est que des efforts très courts, très intenses. Et donc, Ouais. est-ce que ça aurait un intérêt de mettre, par exemple, de la course en continu, petit footing classique, 45 minutes, en pré-saison, en saison, où c'est vraiment que focus sur du travail intermittent court comme on a en match? Alors, la priorité, effectivement, c'est le travail intermittent court. Après, moi, j'aime bien. 45 minutes, c'est un peu too much. Moi, j'aime bien pour le basketteur le 5 km. Voilà, le 5 km, alors on sait que c'est à peu près en plus le volume, on va dire, de distance que fait un basketteur qui va avoir un temps de jeu cohérent dans un match. Ça dure entre allez, 22, 21 minutes pour les meilleurs et peut-être 30 minutes pour les plus mauvais. Et moi, c'est mon élément. Donc, un joueur, par exemple, qui revient de blessure après une longue durée, je sais que je le fais passer par des 5 km. Voilà. Ça peut arriver en saison qu'à un match par semaine, je demande à certains joueurs d'aller courir les 5 km ou que j'aille courir avec eux sur les 5 km. Dans une idée qu'on va appeler allez, on va appeler ça, j'aime pas trop ce mot, mais endurance fondamentale, quoi. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Et donc, vous les faites quand vous faites 5 kilomètres, c'est allure plus en mode récupération ou intense? Non, c'est plutôt intense. L'objectif, en gros, pour moi, c'est 5 km. On est parti pour faire le temps minimum. Ok, Donc évidemment, on va pas sprinter sur 5 km, mais on va avoir une allure qui va être soutenue. On va essayer de se caler entre allez, 10 et 12 km heure. Voilà. Et si on voit qu'on est bien, voilà, on se stabilise à 11, 11 et demi, des fois on y arrive et on tient le rythme. ok. Et sinon, le reste est-ce que vous faites enfin, le travail intermittent, de quelle manière vous le travaillez et est-ce que vous en faites souvent en prépa physique ou c'est plus ce Non. qu'on travaillerait à l'entraînement collectif, on considère que c'est un peu ça, quoi. Ouais, ouais. Alors, en toute honnêteté, on en fait vraiment très peu. Bon, déjà en saison, comme on joue tous les 2 jours, il n'y avait pas lieu d'être. Alors, évidemment, on en rajoute sur les joueurs qui ont peu de temps de jeu. Donc ça peut arriver, qui prennent des séquences, des sessions de travail intermittent. Moi, j'estime que vu le peu de temps qu'on a, parce que même nos préparations, nos pré-saisons maintenant sont très réduites. Donc on a peu de temps. Et le coach, il a besoin de temps pour mettre en place ses systèmes, etc. Donc j'essaye d'organiser avec lui des séquences basket qui puissent permettre de faire aussi le travail aérobie et qui puissent se rapprocher du travail intermittent. Voilà, on essaye de le faire. On le monitore avec les cardio-fréquences mètres. On essaye d'avoir les bonnes allures. On voit si ça fonctionne. Et on a des drills, voilà, où on arrive à aller chercher comme un travail intermittent assez qualitatif sur du basket. Donc on gagne un petit peu de temps. Donc en fait, faire du travail intermittent avec ballon, quoi. Ouais, c'est ça, dans la forme de jeu du coach. Ouais. Et comme ça, il y a un bon transfert, c'est encore même plus intéressant. C'est pour gagner du temps. C'est dans une séance d'entraînement, on sait qu'on va avoir des séquences intermittentes qui vont bouffer de l'énergie et qui vont impacter les joueurs. On essaye de la faire avec ballon, comme ça en même temps on a le travail basket, parce que vous savez que le travail basket derrière l'intermittent, il va être un petit peu plus difficile, quoi. Mhm. Et maintenant, j'aimerais un peu avoir votre avis. Ces derniers temps, il y a de plus en plus de technologies sur tout. On commence un peu à tout calculer. J'ai l'impression que maintenant, vraiment, on peut tout vraiment calculer avec plein de datas différentes. J'aimerais un peu avoir votre avis là-dessus. Si est-ce que parfois c'est pas un peu trop au détriment de l'humain? Enfin, est-ce que parfois par exemple, même pour voir si le joueur, en termes psychologiques, on va lui faire remplir plein de trucs et tout ça, mais est-ce que parfois c'est pas mieux juste de l'écouter lui, de lui parler et j'aimerais un peu avoir votre avis là-dessus. Si, ouais, t'as tout à fait raison. Moi, je suis parti pris que c'est avant tout un rapport humain. Euh, Malheureusement ou heureusement, on avance beaucoup sur les technologies. Malheureusement, heureusement, on a beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine du sport et qui essaient de creuser et de trouver
leurs tests, leurs questionnaires, leurs outils, et donc un petit peu de le vendre aussi. Hein, c'est aussi un côté business. Donc il y a tout ça qui est en jeu. Il faut arriver à bien sélectionner et il faut arriver aussi à, voilà, à partager. Il y a des choses, je pense que on a besoin d'avoir des datas, des chiffres, voilà, au moins pour une aide à la décision, voilà. Après, effectivement, on n'est pas obligé d'avoir des datas et des chiffres pour tout. C'est bien aussi de laisser part à l'humain et part aussi au savoir-faire, à l'expérience. Euh, c'est très difficile. Moi, je suis encore au stade, il y a tellement de choses que je teste encore des choses, que j'essaye encore des choses en saison, que après j'arrête, que je reprends, que j'essaye de m'inspirer de la littérature scientifique, que j'essaye de voir un peu comment travaillent mes collègues. Parce qu'il y a plein de choses où je suis pas convaincu. Euh, donc, je continue de chercher, mais c'est vrai que ça pose question. C'est une excellente question, c'est une bonne interrogation. Euh, il y a forcément un côté business qui est gênant et qui, à un moment donné, peut un petit peu mettre du brouillard un petit peu dans la vue, mais je dirais que c'est surtout pour les jeunes préparateurs physiques, en fait. Parce que les gens de ma génération ou de la génération d'avant, je pense pas qu'on soit impacté par la technologie et que ça nous mette du brouillard, parce qu'avant, on l'a pas connu et qu'on se l'apprivoise, on l'apprivoise au fur et à mesure. Donc, c'est pas quelque chose qui va je pense, nous prendre l'esprit. Et surtout qu'on a l'impression qu'au plus il y a de choses, ben, on se perd un peu parce qu'on a l'impression qu'on ne sait plus quoi utiliser. Il y a tellement de trucs. Donc, C'est pour ça qu'il faut arriver vraiment à sélectionner, à être sûr de la data qu'on veut utiliser et de comment on veut l'utiliser. Et voilà, et faire que ça. Après, c'est aussi c'est la course les gens présentent des choses. Moi, je fais ça, j'étudie ici, je prends tous ces chiffres, etc. Ça rassure un peu, ça donne du poids à qui on est, à ce qu'on fait. Mais moi, je pense que la priorité, c'est la simplicité et la mhm. cohérence et le bon sens. Et justement, dans le travail de préparateur physique, est-ce il y a beaucoup de travail à faire derrière son bureau, dans le sens où à analyser justement toutes ces données pour les transmettre au coach ou même pour les utiliser pour soi-même, ou c'est quand même la majorité du temps sur le terrain avec les joueurs? Alors, la majorité, pour moi en tout cas, c'est la majorité du temps, c'est sur le terrain, c'est évident. Après, je passe du temps à regarder les données. Euh, après, c'est vraiment beaucoup de temps pour pas grand-chose, mais quelquefois, ça va être une donnée ou une information, un chiffre qui va être vraiment fondamental dans la suite du travail. Donc je prends quand même le temps de le faire. Et puis ça m'intéresse parce que je suis curieux et j'aime bien des fois, j'arrive à trouver des trucs, des corrélations voilà, je me dis, ah ça c'est sympa ça. D'avoir trouvé cette corrélation entre les chiffres du GPS là, le travail qu'on a fait avant, sa progression, un suivi longitudinal, il y a des choses qui peuvent être sympas. Et les GPS, vous l'utilisez aussi bien en entraînement qu'en match? Alors c'est que en entraînement. Parce qu'en match, nous, on a un problème déjà de règlement en Europe, on n'a pas le droit. Et en France, nos maillots sont pas équipés de la petite pochette. Et comme le basketteur il doit être efficace avec le haut du corps, avec des gestes de précision sur le tir ou autre, bah, la brassière, des fois, ça les gêne un petit peu. Donc, je l'impose pas. Donc, on fait les entraînements. Par contre, en pré-saison, tous les matchs amicaux sont monitorés. Et tous ces matchs amicaux-là vont nous servir un peu de base de données, de base de travail sur qu'est-ce que le joueur fait en match. Il y a aussi une chose que je me demande, c'est dans les sports, ben justement, où il y a beaucoup de changements, style basket ou handball, ben ça peut parfois arriver qu'un joueur reste 20 minutes, 20 vraies minutes sur le banc. Ouais. On se dirait, OK, il rentre, il doit direct être au taquet et tout. Comment on gère ça? Parce que d'office, il se refroidit. Est-ce que enfin, comment on Ouais, gère? ouais, c'est difficile. Alors, on a plusieurs protocoles. Sur les joueurs à risque, on met souvent un vélo pas loin. Et ces joueurs-là, ils vont sur le vélo. Et après, on essaye d'avoir un code avec le coach où il essaye d'anticiper, on va dire, un petit peu quand est-ce qu'il va le faire rentrer pour que moi, je puisse m'adapter pour lui mettre une séquence de vélo. Voilà, ça, c'est la première possibilité. La deuxième, on met en place des exercices sur le banc qui sont souvent des exercices d'activation musculaire. Donc, ça peut être, c'est souvent avec des mini-bandes où on va activer, voilà, je sais pas, par exemple les fibulaires, faire de la dorsiflexion de cheville. On peut activer aussi les fessiers en mettant élastique, en faisant des exercices. On peut bloquer l'élastique sur la chaise ou sur le banc et arriver à faire des contractions max un peu en isométrie pour le quadri.
voilà, on essaye de mettre des petits protocoles comme ça avec les gars pour qu'il y ait une activation musculaire qui soit régulière. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. On n'a pas de possibilité de faire un échauffement, de le faire bouger. Mais en tout cas, on essaye de garder le mec au chaud comme ça. Ah ouais, donc vous faites des échauffements sur le banc, ça je savais pas que ça se faisait. Ouais, on essaie, ouais. Ouais, ça peut arriver. Mais en vrai, c'est important parce que clairement, ouais, tu peux clairement rester. Allez, tu restes 10-15 minutes de temps de jeu basket, mais ça revient à quasi le double. Donc, c'est énorme Bien sans sûr. échauffement. C'est-à-dire ton échauffement d'avant-match, au final, t'as servi à rien. Ouais, ouais, exactement, exactement. Tout à fait. Mais c'est on va dire, que c'est dans la culture basket, etc. Et c'est vrai que par exemple, quand on vient, moi, du milieu du foot, voilà, quand j'ai commencé en basket, j'étais comme ta question le suppose, j'étais sur les fesses, quoi, parce que nous, on a l'habitude d'avoir un protocole d'échauffement et tout. Là, je voyais des joueurs, ils sont assis sur le banc, effectivement, et au bout de 15 minutes, ils ont rien fait. Ils sortent du banc, paf, ils te déclenchent des sprints, des sauts, et là, tu te dis, mais attends, moi, si je fais ça, c'est la lésion sur 50 centimètres de l'ischio, quoi. Et eux, ça passe, parce que c'est dans la culture, et ils font ça, je pense, depuis tout petit, quoi. Ouais, ouais, mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre parce que quand on compare avec d'autres sports, ben là, on dit, OK, il faut faire un bon échauffement, bien tout échauffer et tout, alors que là, au final, c'est un peu contradictoire. Complètement. Mais tu sais, aujourd'hui, tu prends même dans le foot ou autre, ou dans tous les sports collectifs, il y a tellement de mise en scène aussi autour du match, c'est-à-dire que quand les joueurs finissent l'échauffement, qu'ils vont dans le vestiaire, entre le moment où ils sont dans le vestiaire et qu'ils vont aller sur le terrain, entre le tunnel, les hymnes, les photos, j'en sais rien, moi, la petite musique de trucs, l'animation, etc. Franchement, je pense que si on prend un chronomètre et qu'on regarde, physiologiquement et scientifiquement, on va se dire que l'échauffement, ça sert à rien. Ouais, ouais, non, c'est vrai, ça prend vite du temps, ça prend vite 10-15 minutes facile. Ah ouais, c'est incroyable. Et maintenant, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des différences dans la prépa physique, que ce soit en club ou en équipe nationale? Dans le contenu, Ouais, plus dans le contenu, ouais. il y en a forcément dans la mesure où moi, par exemple, je suis quelqu'un qui va m'adapter au coach. Voilà, je ferai jamais les mêmes méthodologies, la même préparation physique pour tous les coachs. C'est-à-dire que je vais m'adapter à comment le coach entraîne. Si j'ai un coach qui est un coach joueur qui fait beaucoup de jeux avec des sprints, de l'intensité, etc., j'aurais tendance à diminuer mes contraintes neuromusculaires que je vais mettre dans ma préparation physique. Parce qu'il y en a déjà beaucoup pendant l'entraînement. Si j'ai un coach qui est plutôt statique, tactique, etc., je pense que je vais augmenter mes données, mon aspect, on va dire, explosif, neuromusculaire en travail externe, parce que pour moi, il n'y en aura pas eu assez sur le terrain. Voilà, c'est juste un exemple. Donc, comme là, les deux coachs sont différents, que c'est des méthodologies de travail différentes, c'est vrai que j'adapte mes contenus en fonction de ça. Ouais, donc c'est vraiment de la collaboration en fait avec tout le staff, quoi. Complètement. Complètement. Je pense que si, enfin, pour moi, ça me paraît aberrant et utopique d'avoir un modèle de préparation physique et de l'appliquer sur chaque groupe qu'on entraîne ou même avec chaque coach qu'on a. Parce que, il y a des contraintes externes, le joueur, le coach, qui vont arriver sur le joueur. Et bah, forcément, les réponses vont être différentes en fonction des contraintes externes qu'il va y avoir. Je pense Mhm. qu'il faut s'adapter et être malléable. Et justement, je sais que dans le foot, je sais pas si ça se fait dans le basket, mais certains footballeurs, ils ont des préparateurs physiques individuels hors club. Je sais Ouais. pas si ça se fait dans le basket, mais si ça se Et fait, beaucoup. est-ce qu'il y a aussi une collaboration entre vous et eux ou Il pas du faut, tout? il faut la créer. De toute façon, on peut pas aller en compte. C'est soit un effet de mode, soit un effet de besoin. Quand je dis ça, c'est que je trouve que ça a beaucoup de sens quand les joueurs ont quelqu'un qui les suit, par exemple, depuis 8 ans, on va dire. J'ai un chiffre au hasard, mais quelqu'un qui les suit vraiment dans le temps, à travers les différents clubs. Je trouve que c'est hyper enrichissant parce que quand le mec signe au club, bah, on prend contact avec ce gars-là, on sait qu'il va venir, je sais pas, 3 fois dans l'année au club. C'est vraiment du temps de gagner pour travailler avec le joueur. Parce que le mec, il se connaît, il connaît les problématiques, il va nous aider à aiguiller, etc. Il va y avoir un travail intéressant. Par contre, il y a aussi l'aspect mode et l'aspect un peu business où on voit des gars arriver qui travaillent peut-être depuis 3 mois seulement avec le gars, qui sont juste là pour gagner leur argent et qui du coup vont, eux, pas travailler en collaboration, ils vont être plutôt dans un truc où ils vont vouloir faire leur truc pour se rentabiliser. Et là, c'est un petit peu plus difficile, et je trouve que c'est pas efficace d'ailleurs.
Donc il y a ces deux aspects-là. Voilà. Moi, je pense que ça peut être fait, et je l'ai connu par le passé dans un super bon état d'esprit, surtout dans un objectif d'être hyper efficace avec le joueur, ce qui est le but, hein. Moi, que le joueur travaille avec mes exercices ou celui de son préparateur physique, à la rigueur, je m'en fiche. Je veux pouvoir comprendre ce qu'ils font et, entre guillemets, valider ou pas valider. Mais j'ai pas d'ego sur ce qu'il va faire. Moi, ce que je veux, c'est que le joueur performe. Donc, si ça fait 8 ans qu'ils travaillent avec ce gars-là et qu'ils ont trouvé une manière de faire, des exercices, des situations et des protocoles qui vont bien au gars, moi, je serais extrêmement bête et stupide, juste par ego, d'arriver et de dire non, moi, je ne fais pas comme ça, je fais comme ça. Non, moi, je vais prendre ce que le gars me donne et je vais l'organiser. Mhm. Et ça ne pose absolument pas de problème. Et donc, il y a même en saison, des joueurs ont leur préparateur physique en plus. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. OK. Et maintenant, si pour vous, c'est quoi, s'il y avait qu'une seule chose à travailler en prépa physique, c'est quoi la chose la plus importante? Bah, on va dire la plus simple à mettre en place et peut-être la plus efficace rapidement, c'est le travail de gainage qu'on appelle le corps. Donc, c'est un basique et c'est quelque chose qui améliore l'ensemble du corps sur les différents mouvements parce que le sport, c'est bouger. Donc, il faut avoir de la mobilité, il faut avoir de la qualité d'appui et le gainage va aider à ce transfert entre les membres inférieurs, les poussées, les appuis et le déplacement du bassin et du centre de gravité pour se mouvoir quoi, dans l'espace. Donc, pour moi, le gainage, ce serait la chose la plus simple, mais peut-être la plus efficace. Et justement, quand on parle de gainage, c'est quel style de travail que vous faites? Vous faites ça avec un gainage dynamique, instabilité, travail avec du poids. Quel type de travail? Même si on peut Alors, faire plein de travails différents. ouais, ouais. Bon, j'essaye de varier. Après, j'ai des exercices évidemment que j'aime bien. J'essaye surtout de m'adapter à la qualité du joueur. On commence, moi je les mets en planche d'entraînement. Ils font leur planche frontale et je regarde ce qui se passe. Parce que vous allez faire une planche frontale et vous allez regarder, vous avez des joueurs qui vont avoir un positionnement du bassin qui va pas forcément être bon, qui vont peut-être même pas activer les abdos, qui vont vraiment tirer sur d'autres groupes musculaires sur ce travail-là. Donc déjà, pour moi, la planche, c'est un premier travail. Après, cette planche-là, quand elle est maîtrisée, on peut la rentabiliser en travaillant plus spécifiquement sur le transverse, donc en demandant des exercices de respiration pour travailler profondément. Donc déjà, on arrive déjà rien que sur une planche à fatiguer et avoir vraiment un vrai travail de gainage. Ensuite, j'aime bien, moi, tout ce qui est anti-extension et anti-rotation. J'aime bien avoir ce travail-là assez régulièrement. Donc, l'anti-rotation, on peut avoir des exercices avec landmine ou avec le câble, alors statique, dynamique, en position de fente, les pieds fléchis. Enfin, on peut trouver pas mal de choses. L'anti-extension, ça peut être simplement sur une position de planche, avancer, reculer avec les pieds. Ça peut être avec le Swiss ball, avancer, reculer. Euh, avec une roulette, on va dire, l'étape vraiment au-dessus. Le câble plus le Swiss ball si on veut encore accentuer les tensions. Et ensuite, j'aime bien des exercices qui sont hyper fonctionnels, et notamment les exercices qui sont en suspension. Donc, deux sangles, je m'agrippe ici et je vais avoir un travail de relevé de corps pour activer les abdos dans toute la longueur. On peut mettre des variations, des rotations, etc. Et j'aime bien aussi maintenant, je travaille pas mal avec l'isofit et les situations un petit peu d'isométrie de gainage, où on est contre une barre en posture et on pousse fort et on a une activation qui est assez profonde des muscles. Voilà, Ok. en gros. Ouais, il y a moyen de faire plein de choses en gainage. Ouais. C'est pas les exercices qui manquent. Et vous en avez parlé un peu avant. Je sais que dans le haut niveau, en tout cas dans le foot, enfin, j'avais déjà eu un podcast avec justement un préparateur physique, enfin Fabien Richard, je sais pas si vous connaissez, mais qui accompagne des, Tout à fait, ouais. des joueurs de classe mondiale clairement tout seul. Et il me disait que dans le foot, parfois enfin souvent, les entraînements manquent d'intensité, comme si les entraîneurs pardon, ou les préparateurs physiques n'osent pas mettre de l'intensité et que clairement les footballeurs s'entraînent très cool. Et je me Mhm. demandais, est-ce que c'est la même chose, est-ce que vous avez vu ça aussi, est-ce que c'est la même chose dans le basket? Et peut-être, enfin, quelle est la raison de ça? Parce que lui, il avait l'air de dire, enfin, pourquoi s'entraîner en sous-régime alors qu'au final, au match, ben, tu dois être à 100%. Donc Complètement. pourquoi avoir peur de mettre de l'intensité?
Alors, moi, je pars du principe que l'entraînement doit être supérieur au match, hein. Si le joueur arrive au match et rencontre des choses qu'il n'a pas rencontrées à l'entraînement, on va au désastre sur l'aspect athlétique. On peut s'en sortir sur un point de vue résultat, etc., mais sur un point de vue athlétique, on va au désastre. Au basket, non, on n'a pas trop cette tendance-là. Moi, je pense que la peur, elle vient surtout de la blessure. La vraie problématique aujourd'hui, et on le voit, c'est que et je pense que c'est malheureux, mais le préparateur physique, il est évalué en fait au nombre de blessés. Mais je trouve que c'est assez grave dans la mesure où on sait tous que la blessure, elle est plurifactorielle. Elle vient autant de l'entraîneur que du joueur lui-même, que du médical, que du préparateur physique, que des problèmes à la maison, que du préparateur physique perso, que voilà, c'est un ensemble de choses. Donc je trouve que c'est dommage et le fait de travailler comme ça avec ce biais, bah, ça verrouille un petit peu tout et ça engendre de la peur et du coup on s'entraîne un petit peu moins. Je pense que c'est un peu ce qui existe dans le foot avec en plus l'engagement des millions d'euros sur certains joueurs, c'est conséquent quand le joueur se blesse, c'est la catastrophe, quoi. En basket, ça va, on a quand même la culture de l'entraînement, de faire du 5-5, de faire du jeu et de l'avoir de l'intensité. Voilà, les données qu'on obtient à l'entraînement, elles sont très très proches de celles qu'on obtient en match. Mm. Vraiment. Ben, Voire super. c'est surtout comme vous en parliez avant avec ben, le short track et même d'autres sports comme, je sais pas, quand je vois la charge d'entraînement de certains triathlètes ou quoi, c'est assez fou de se dire que, allez, un footballeur va peut-être s'entraîner 1h30 par jour et on va diminuer l'intensité pour être sûr de ne pas être dans le sous-max, alors qu'il y a d'autres personnes qui s'entraînent, bon, c'est pas le même sport, mais qui prennent une charge de 35 heures avec grosse intensité sur la semaine, quoi. Donc, Ouais, complètement. Maintenant, la personne qui va arriver, qui va vouloir changer ça, elle va avoir de gros problèmes parce qu'en fait, tout vient de la base. C'est-à-dire que si déjà depuis tout jeune, dans les centres de formation ou quand on est jeune, on s'entraîne déjà comme des pros avec des intensités d'entraînement réduites parce qu'on veut préparer un match, etc. Bah, quand on arrive dans le haut niveau, si jamais on change, on veut tout changer la donne et qu'on veut s'entraîner plus intensément, c'est sûr que ça va péter. C'est hmm. obligé. C'est obligé parce qu'il va falloir passer par une période d'adaptation. Donc, je ne suis pas persuadé que ça puisse changer dans le futur parce que de toute façon, c'est le serpent qui se mange la queue. On est parti dans un modèle. Peut-être que le modèle opposé donnerait plus de résultats sur la prévention des blessures. On n'en sait rien. Mais en tout état de cause, en tout cas, actuellement, il y a cette problématique, ouais. Mais pour vous, l'idéal, ce serait quoi justement pour être le plus performant en match? C'est de mettre de l'intensité à tous les entraînements ou par Non. exemple plus d'intensité, je sais pas, moi, à J-2 ou J-3, J-1. Ouais, je pense que le J-2 est pas mal. Le J-2, avoir des intensités de match, ça me paraît très intéressant. Euh, voilà, je pense qu'il faut mettre beaucoup de variations dans une semaine. Euh, des variations de volume, des variations d'intensité sur chaque jour d'entraînement, voilà, pour créer un petit peu, pour déstabiliser un petit peu l'athlète et puis on va dire varier tous les stimuli qu'on va avoir. Et la chose la plus importante, c'est surtout d'avoir le contrôle de la charge d'entraînement, mais d'une manière longitudinale. Ce qui est extrêmement dangereux, c'est d'abaisser soudainement des volumes de charge ou de les augmenter soudainement, de la même manière que l'intensité. Donc en gros, il faut vraiment avoir un suivi longitudinal et se caler là-dessus et se dire, OK, si on veut s'entraîner un petit peu plus, bah, il faut le faire progressivement. Si on veut s'entraîner moins, il faut le faire aussi progressivement. Parce que le gros danger, c'est justement de passer d'un extrême à l'autre sur une situation longitudinale. Là, c'est ça qui crée les problématiques. Et justement, la programmation, vous la faites avant la saison ou enfin avant la saison, vous avez déjà une idée de tout ce que vous allez travailler durant la saison et vous peut-être vous adaptez au fil du temps en fonction de, je sais pas moi, des aléas de Ouais, la non, vie et de on la s'adapte. compétition. C'est clairement une adaptation. Après, voilà, en gros, le calendrier, quand je l'ai, déjà, j'ai le nombre de matchs par mois et ça va me donner un petit peu les mois où je vais pouvoir travailler un peu plus que d'autres. Le mois où j'ai 12 matchs, 13 matchs, je sais que je vais pas beaucoup travailler sur du volume de travail. Par contre, quand je sais que j'en ai 6, peut-être, bah là, je sais que j'ai un mois, par exemple, où je vais pouvoir aménager des cycles de travail. Donc ça, c'est la première des choses que le calendrier me dicte. Je m'adapte par rapport à ça.
Et après, évidemment, c'est constamment une adaptation. Euh, parce qu'on est lié au résultat, parce qu'on est lié au rendu, ce que l'équipe va rendre sur le terrain en termes d'intensité, en termes d'efficacité athlétique, et puis aussi la réponse individuelle, donc les méformes, les petits bobos, les gros bobos. Voilà, vous apercevez par exemple, nous ça nous arrive au mois de septembre que vous avez un joueur qui a un genou qui est complètement flingué, avec un cartilage complètement usé. Vous êtes au mois de septembre et vous savez que ce jour-là, il faut l'amener à plein régime jusqu'à la fin de saison, mi-juin. Bah, il va falloir commencer à réfléchir à comment on s'organise et établir un calendrier de travail pour lui, donc un travail de réathlétisation, un travail de force. Il continue à jouer, et un travail d'aménagement aussi des matchs, donc peut-être sélectionner sur le calendrier et programmer des matchs où il ne joue pas, où on fait des cycles de travail physique, pour essayer bah, de le faire durer, de le faire perdurer jusqu'à la fin de saison. Mhm. Et maintenant, une question un peu différente, mais la réathlétisation, pour vous, est-ce que c'est un travail du préparateur physique ou du kiné? Parce que je sais qu'il y a, allez, il y a quand même pas mal de kinés qui parfois veulent un peu empiéter sur le métier Ouais, de bien sûr. préparateur physique. L'inverse, peut-être aussi, mais peut-être un peu moins, je pense. La Ouais. réathlétisation, pour vous, c'est kiné ou prépa physique? C'est pas défini, la frontière, elle est très très maigre, très très fine. Je pense que ça dépend aussi du champ de compétences des uns et des autres. Euh, on va pas se mentir, vous avez des kinés qui sont très très bons en réathlé. On fait des formations très spécifiques là-dedans, sur le renforcement musculaire, sur des choses très fonctionnelles, et qui sont à mon avis des gens qui peuvent empiéter un peu plus sur le préparateur physique et à qui il faut laisser un petit peu le champ d'intervention sur la réathlétisation parce qu'ils ont des compétences particulières. Voilà. Voilà, et à contrario, vous avez aussi des préparateurs physiques qui ont une sensibilité très profonde sur la réathlétisation, qui ont aussi fait des formations, etc. Donc ces gens-là, ils ont aussi des choses. Donc déjà, ça va dépendre, je pense, de la spécificité du poste. Entre 3 à 4 préparateurs physiques et des kinés, vous avez des profils qui sont complètement différents. Voilà, après c'est une question de respect de l'un de l'autre. Il faut arriver à trouver une frontière. Et je pense que on peut pas la définir comme une règle du jeu immuable. Je pense que c'est dans chaque staff, en fonction de la spécificité des gens, qu'il faut définir cette règle. Mais je pense que le plus important, c'est de la définir. Parce que si vous partez sur une saison, vous définissez pas, vous allez arriver à des situations voilà, où il va y avoir des bagarres pour savoir les choses. Quand vous définissez et que vous dites, bah voilà, moi, kiné, je vais m'occuper de la réathlétisation chaque fois des joueurs jusqu'à tel niveau, jusqu'à tel test, on va dire, de retour fonctionnel. Et après, peut-être que le préparateur physique fera que la partie énergétique, par exemple. Pourquoi pas? Bah voilà, au moins c'est défini et tout le monde sait jusqu'où on peut travailler. Mhm. Ouais, Et non, je pense. je suis pas choqué tant qu'il y a une question tant que c'est une question de compétence, de spécificité. Voilà, moi j'aurais pas de problème si j'avais un mec en face qui était sérieux, compétent, qui était avec moi, qui voudrait intervenir plus sur la réathlétisation. J'ai envie de dire au contraire. Ouais, ouais, je pense que c'est le plus important tant que les gens font ça parce qu'ils ont les connaissances et non pas juste par ego ou ils se disent de tout connaître alors qu'au final ils connaissent pas suffisamment de Ouais, choses. ouais, tout à fait, tout à fait. Mais après, voilà, je pense qu'il faut poser les choses, les mettre sur table, mettre les limites et puis se faire confiance les uns les autres. Mhm. Maintenant, ma dernière question, ce serait de savoir c'est quoi le plus dur ou peut-être les points négatifs de préparateur physique de haut niveau, s'il y en a. Bah, c'est qu'on nous demande beaucoup, mais que des fois, on n'a pas forcément les moyens pour. Et quand je dis les moyens, c'est pas forcément les moyens financiers, même si c'est le cas. Quand je dis moyens financiers, c'est moyens matériels ou organisationnels, mais c'est surtout les moyens, le temps. Aujourd'hui, les calendriers de haut niveau sont vraiment surchargés et vous avez de moins en moins de temps pour faire vraiment du travail profond et, et intéressant avec les joueurs qui vont permettre d'avoir des résultats sur le long terme. Donc vous êtes vraiment tout le temps dans l'efficacité à court terme, et cette efficacité à court terme, il faut la faire durer dans le temps, c'est très très difficile. Je pense que c'est le truc. Nous, on a une association des préparateurs physiques de Euroleague. Donc l'Euroleague, c'est la plus grosse compétition juste en dessous de la NBA à laquelle on participe, qui à chaque fois enfin, ceux qui font la saison Euroleague, c'est ceux qui font 80-85 matchs en Europe. On fait des réunions, on fait des colloques. Et c'est marrant parce que chacun de mes collègues, quand ils font leur présentation, ils parlent d'un mot, c'est survivre en fait.
parce que les calendriers sont tellement démentiels qu'on est en fait dans une optique de faire survivre notre effectif et de faire survivre nos joueurs. Et c'est fou, mais c'est une réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, les calendriers, c'est ce qui est le plus difficile pour le préparateur physique à gérer parce que les temps sont très courts et on nous demande des joueurs qui sont en forme, qui ont des hauts niveaux d'intensité, qui ne se blessent pas. Mais en même temps, aujourd'hui, le joueur, il doit aussi être de plus en plus tranquille et avoir de plus en plus d'autonomie. Enfin, c'est un ensemble de choses, c'est très, très, très difficile. Bah, ouais. J'ose bien imaginer ça. Ça ne doit pas être évident, surtout qu'il y a une pression aussi, parce que y a une pression à avoir aussi, quoi. Complètement.